Chapitre 112. Ce fut dans le jardin du Luxembourg que je fis connaissance avec Méry. On me présenta à lui. Nous nous accolâmes l'un à l'autre comme le fer à l'aimant, et depuis je ne sais lequel de nous deux est le fer, lequel de nous deux est l'aimant, mais nous ne nous sommes plus quittés. J'étais déjà avancé dans mon drame de Christine. Je lui en dis 200 ou 300 vers peut-être, et il m'encouragea fort. J'avais grand besoin de cet encouragement. Je venais de subir une mutation. Me voyant incorrigible, et ayant appris que j'achevais un grand drame, Oudard m'avait fait passer du secrétariat aux archives. C'était une disgrâce. J'étais là avec un bon petit vieillard de 80 ans, nommé Monsieur Bichet, toujours vêtu comme en 1788, c'est-à-dire d'une culotte de satin, de bas chinés, d'un habit de drap noir et d'une veste de soie à fleurs. Le reste de son costume était complété par des manchettes et un jabot. La tête, encadrée dans une neige de cheveux blancs terminée par une petite queue, était colorée, ouverte et bienveillante. Il voulut me recevoir rudement et ne put pas en venir à bout. Ma politesse extrême envers lui l'avait désarmé. Il m'indiqua ma place et chargea ma table de toute la besogne que l'absence d'un commis avait laissé amasser depuis un mois. Au bout de 3 jours, la besogne était terminée. J'allais la lui porter dans son cabinet et lui en demander d'autres. « Comment d'autres » s'écria-t-il. « Sans doute. Et pourquoi cela ? Parce que j'ai fini celle que vous m'aviez donnée. Tout entière. Tout entière. »« Oh, oh, oh » fit Monsieur Bichet. Et il prit ma besogne comme un homme qui se dit en lui-même « Cela doit être joliment gâché ». Monsieur Bichet se trompait, je m'étais piqué d'honneur. Chaque rapport, chaque expédition, chaque copie lui arrachait une exclamation de plaisir. « Mais en vérité, disait-il, mais en vérité, c'est très bien, monsieur, très bien. Ah, vous avez une écriture dans le genre de celle de Piron, monsieur. » « Diable, c'est bien de l'honneur pour moi. Vous connaissez donc l'écriture de Piron ? » « Il a été expéditionnaire 5 ans à nos archives, monsieur. »« Ah, vraiment ? Comment j'ai cette ressemblance avec lui ? » « Vous en avez encore une autre, à ce qu'on dit. »« Laquelle, monsieur ? » ?»« Vous faites des vers. » Hélas. Il s'approcha de moi et d'un air coquin. « Sont-ils dans le genre des siens, les vers que vous faites ? » ?»« Non, monsieur. »« Ah, je crois bien, c'est que c'était un gaillard, Piron. Je l'ai vu chez moi, chez madame de Montesson. Vous ne l'avez pas connue, vous, madame de Montesson. »« Ah, si fait, monsieur, mon père m'a conduit chez elle lorsque j'étais tout enfant. Une femme charmante, monsieur, une femme charmante, qui recevait la meilleure société de Paris. Maintenant, monsieur, lui demandai-je, si vous voulez avoir la bonté de me donner du travail. »« Quel travail ? » ?»« Dame, du travail. Il n'y en a plus. »« Comment il n'y en a plus ? » ?»« Sans doute, puisque vous avez tout expédié. »« Eh bien, mais que vais-je faire ? » ?»« Ce que vous voudrez, monsieur. »« Comment ce que je voudrais ? » ?»« Oui, à mesure que la besogne viendra, je la mettrai sur votre bureau et vous la tiendrez au courant. » Mais alors, dans mes moments perdus, jeune homme, à votre âge, il faut perdre le moins de moments possible. C'est aussi mon avis, monsieur, et vous en eussiez été convaincu si vous m'aviez laissé finir. Ah, je voulais vous demander si, dans mes moments perdus, je pouvais travailler à ma tragédie. Remarquez que je disais tragédie au lieu de drame. Je tenais à ne pas épouvanter monsieur Bichet. « Vous faites donc une tragédie, me dit-il. »« Je ne sais pas si je dois vous l'avouer. »« Pourquoi pas ? Je n'y vois point de mal. J'ai mon vieil ami Pierre qui a fait une comédie. »« Ah oui, monsieur, et même assez remarquable, L'école des pères. »« Ah, vous la connaissez ? » ?»« Je l'ai lue. »« Ah bon, et puis j'ai encore mon autre vieil ami Parseval de Grandmaison qui fait des poèmes épiques. »« Oui, Philippe Auguste, par exemple. »« Vous l'avez lu ? » ?»« Non, je l'avoue. »« Eh bien, je disais donc que l'un faisait des comédies et l'autre des poèmes épiques, et qu'ils n'en étaient pas plus malhonnêtes gens pour cela. Tout au contraire, monsieur, car ce sont 2 excellents hommes. Vous les avez vus ? Jamais. » Et monsieur Bichet parut ruminer quelque chose dans sa tête. « Bon, dit-il au bout d'un instant.
Alors, monsieur, vous n'avez pour le moment rien d'autre chose à me dire. Rien. D'ailleurs, je suis à mon bureau, et si vous avez besoin de moi, c'est cela, allez. Je repris ma place tout joyeux. À part Lassagne et Ernest que je perdais, ma disgrâce était une faveur. J'avais été prévenu par le garçon de bureau que quand j'arriverais avant 11 heures, je ne le trouverais pas, et que lorsque je resterais plus tard que 4, il m'enfermerait en s'en allant. En outre, plus de portefeuille, toutes mes soirées à moi, et un chef qui ne m'empêchait pas de faire des tragédies. Je me mis, séance tenante, à travailler à Christine. Je ne saurais dire depuis combien de temps je travaillais lorsque le garçon de bureau vint me prévenir que M. Bichet me priait de passer à son cabinet. Je m'empressai de m'y rendre. Cette fois, M. Bichet n'était plus seul. Il avait à sa droite un petit et à sa gauche un grand vieillard. Placés comme ils étaient, les 3 juges devant lesquels je semblais être appelé ne figuraient pas mal Minos, Éaque et Rhadamante. Je m'inclinai, assez surpris. « Ah, tenez, le voici, dit M. Bichet. Il a, ma foi, une très belle écriture, une écriture qui ressemble à celle de Piron, et en 3 jours, il m'a fait la besogne de 15. »« Qu'est-ce que vous m'avez dit déjà que faisait monsieur ?» demanda le grand vieillard. « Parbleu, des vers. Ah oui, c'est vrai, des vers. » J'eus une illumination. « C'est à monsieur Parseval de Grandmaison que j'ai l'honneur de parler, demandai-je. « Oui, monsieur, me répondit-il. » Puis, se tournant vers l'autre vieillard, « Imaginez-vous, mon cher Pierre, dit-il, que je suis si distrait qu'il m'est arrivé l'autre jour la chose la plus extraordinaire. »« Que vous est-il donc arrivé ?»« Imaginez-vous que j'avais oublié mon nom. »« Bah, fit M. Bichet. »« Votre nom à vous, votre propre nom ?» demanda M. Pierre. « Mon nom à moi, mon propre nom. C'était au contrat de mariage de... Chose, vous savez, qui a épousé la fille de Chose. Comment voulez-vous que je vous aide sur de pareils renseignements ? Eh mon Dieu, la fille de Chose, qui était mon collègue à l'académie, qui fait des comédies, qui a fait, je ne sais plus moi ce qu'il a fait, une pièce que Mercier avait déjà faite, vous savez bien. Alexandre Duval ? Eh bien, c'était au contrat de Chose qui a épousé sa fille, un architecte qui a fait un ouvrage sur Chose, qui était brûlé dans cette éruption du Vésuve où est mort Chose. Ah oui, Marois qui a fait un ouvrage sur Pompéi où est mort Pline, hasardai-je timidement. Ah, c'est justement cela, merci monsieur. Et il s'étendit tranquillement dans son fauteuil après m'avoir gracieusement salué. « Eh bien, mais, dit M. Bichet, achevez donc votre histoire, mon cher ami. »« Quelle histoire ? » ?»« Mais l'histoire que vous me racontiez. »« Je racontais donc une histoire ? » ?»« Mais sans doute, dit M. Pierre, vous racontiez, mon cher ami, qu'au contrat de mariage de Marois, qui épousait la fille d'Alexandre Duval, vous aviez oublié votre nom. » « Ah, c'est vrai. Eh bien oui, voici. Tout le monde signait. Je me dis, cela va être mon tour de signer. Je me prépare, je cherche mon nom. Crac, je ne m'en souviens plus. Je réfléchis que je vais être obligé de demander à mon voisin comment je m'appelle, ce qui sera humiliant pour moi. C'était au rez-de-chaussée, la porte donnait sur le jardin. Je me précipite dans le jardin en me frappant le front et en me disant « Mais malheureux, comment t'appelles-tu » Eh bien oui, je n'aurais eu qu'à dire mon nom pour ne pas être pendu, que j'aurais été pendu bel et bien. Pendant ce temps-là, mon tour était venu de signer. On me cherche. Alexandre Duval m'aperçoit dans le jardin. « Allons, bon, dit-il, voilà ce diable de Parseval de Grandmaison qui est pris du démon poétique au moment de signer. »« Parseval de Grandmaison, c'est cela, m'écriai-je, c'est cela, Parseval de Grandmaison, Parseval de Grandmaison, Parseval de Grandmaison. » J'arrivai jusqu'à la table et je signai. « Ah, c'est une scène qui manque au distrait, dis-je en souriant. »« Ah oui, monsieur, bien certainement, elle manque. Et si vous faisiez des vers, je vous dirais, ajoutez-la. » Mais, dit M. Bichet, il fait des vers, puisque c'est pour qu'il vous dise des vers que je vous ai fait appeler. Ah, c'est vrai. Eh bien, jeune homme, voyons, dites-nous des vers. Oui, quelque chose de votre tragédie. Ah, vous faites une tragédie? Oui, monsieur. Sur quel sujet? Demanda M. Parseval de Grandmaison. Sur Christine.
Ah, beau sujet. Chose en a fait une sur le même sujet. Bien mauvaise, bien mauvaise. Pardon, messieurs, j'aimerais mieux vous dire autre chose que des vers de ma tragédie. Les vers de ma tragédie étaient des vers de drame qui n'eussent probablement pas été du goût de ces messieurs. J'aimerais mieux, continuai-je, vous dire une ode. Oh, une ode, fit monsieur Parseval de Grandmaison. Oh, une ode, fit monsieur Pierre. Oh, une ode, fit monsieur Bichet. Oh, va pour l'ode, dit monsieur Parseval. Sur quoi votre ode, jeune homme? Vous savez que depuis quelque temps, on s'occupe fort de la Pérouse. Les journaux ont même annoncé dernièrement qu'on avait trouvé des traces de son naufrage. Ont-ils annoncé cela? Demanda monsieur Bichet. Oui, fit monsieur Pierre. Je l'ai beaucoup connue, moi, la Pérouse, fit monsieur Parseval de Grandmaison. Ah, moi aussi, dit monsieur Pierre. Moi, je ne l'ai pas connue, dit monsieur Bichet, mais j'ai connu Piron. Ce n'est pas la même chose, dit monsieur Parseval. Voyons votre ode, jeune homme, dit monsieur Pierre. La voici, monsieur, puisque vous le voulez. Allez, fit le papa Bichet, n'ayez pas peur. Je rassemblai toutes mes forces, et d'une voix assez assurée, je dis les vers suivants, dans lesquels on pourra remarquer, je crois, quelques progrès. La Pérouse. Le ciel est pur, la mer est belle. Un vaisseau, près de fuir le port, tourmente son ancre rebelle, fixée au sable qu'elle mord. Il est impatient d'une onde, plus agitée et plus profonde, le géant voudrait respirer. Il lui faut pour air les tempêtes, il lui faut les combats pour fête, et l'océan pour s'égarer. Silencieux et solitaire, un homme est debout sur le pont. Son regard, fixé vers la terre, trouve un regard qui lui répond. Sur le rivage, en vain, la foule, comme un torrent, s'amasse et roule. Il y suit des yeux de l'amour, celle qui du monde exilé doit désormais, triste et voilée, attendre l'heure du retour. Son œil se trouble sous ses larmes, et pourtant ce fils des dangers a vu de lointaines alarmes, a vu des mondes étrangers. 2 fois le cercle de la terre, découvrant pour lui son mystère, des bords glacés aux bords brûlants, sentit comme un fer qui déchire la carène de son navire sillonner ses robustes flancs. Et la fortune enchanteresse ne l'entraînait pas sur les flots, l'espoir de la douce paresse ne berçait pas ses matelots. Dédaigneux des biens des 2 mondes, il ne fatiguait pas les ondes pour aller ravir tour à tour l'or que voit germer le Pontoise, l'émeraude à Jolconde éclose et les perles de Visapour. C'est une plus noble espérance qui soutient ses travaux d'hiver, sa parole au nom de la France court interroger l'univers. Il faut que l'univers réponde dans son immensité féconde. Peut-être cherche-t-il encore quelque désert âpre et sauvage, quelque délicieux rivage que garde un autre Adamastor. Il le trouvera, mais silence, du canon le bruit a roulé, au haut du mât qui se balance, un pavillon s'est déroulé. Comme un coursier dans la carrière traîne un nuage de poussière, que double sa rapidité, le vaisseau s'élance avec grâce, à sa suite laissant pour trace un large sillon argenté. Bientôt ces mâtures puissantes ne sont plus qu'un léger roseau, ces voiles flottent blanchissantes comme les ailes d'un oiseau. Puis sur la mouvante surface, c'est un nuage qui s'efface, un point que devinent les yeux, qui s'éloigne encore, ainsi qu'une ombre s'évapore, et la mer se confond aux cieux. Alors lentement dans la foule meurt le dernier cri du départ, silencieuse elle s'écoule, en s'interrogeant du regard. Puis l'ombre à son tour descendue occupe seule l'étendue, rien sur la mer, rien sur le port. Au bruit monotone de l'onde, pas un bruit humain qui réponde, l'univers fatigué s'endort. Les ans passent, et leur silence n'est interrompu quelquefois que par un long cri qui s'élance, proféré par 100 000 voix. On a, sur un lointain rivage, trouvé les débris d'un naufrage. Vaisseaux volés sur cet écueil, les vaisseaux ont revu la France, mais les signes de l'espérance sont changés en signes de deuil. Hélas, combien de fois, trompée, la France reprit son espoir. Tantôt c'est un tronçon d'épée qu'aux mains d'un sauvage on crut voir. Tantôt c'est un vieil insulaire, séduit par l'appât du salaire, qui se souvient avec effort
Que d'étrangers d'une autre race, jadis il aperçut la trace, dans une île, là-bas, au nord. Que fais-tu, loin de ta patrie, qui t'aimait entre ses enfants, lorsque, pour ta tête chérie, elle a des lauriers triomphants? Pour toi la mer s'est-elle ouverte? Dors-tu sur un lit d'algues vertes? Ou, par un destin plus fatal, sens-tu tes pesantes journées rouler sur ton front des années qu'ignore le pays natal? Et pourtant, te dictant ta route, un roi t'a tracé ton chemin, mais du ciel le pouvoir sans doute a heurté le pouvoir humain. Et tandis qu'à leur ignorance du retour sourit l'espérance, Dieu, sur les tables de la loi, à deux différentes tempêtes, a déjà voué les deux têtes du navigateur et du roi. J'avais suivi avec la plus grande attention sur le visage de mes auditeurs l'effet produit. Monsieur Parseval clignait les paupières et tournait brusquement ses pouces l'un autour de l'autre. Monsieur Pierre écarquillait les yeux et souriait, la bouche toute grande ouverte. Le papa Bichet, aussi curieux que moi de l'impression reçue par ses deux amis, voyant que cette impression était bonne, branlait joyeusement la tête en répétant tout bas « Comme Piron, comme Piron ». Quand j'eus fini, les applaudissements éclatèrent, à la suite desquels toutes sortes d'encouragements me furent donnés. Je ne savais plus où j'en étais, et figurez-vous, Ovide, exilé chez les Thraces, trouvant un soleil plus beau que celui de Rome, et sur des tapis de fleurs plus odorantes que celles de Paestum, sous des ombrages plus frais que ceux de Tibur, des applaudissements pour ces tristes et ces métamorphoses. Je remerciai le Dieu qui, sans le vouloir, m'avait fait ce repos. On verra qu'il ne devait pas durer longtemps.